Bonjour l'équipe, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Donc aujourd'hui ça va être un petit live sur le chapitre 1143 de One Piece. Donc voilà, on va pouvoir avoir les images, avoir des infos complémentaires par rapport à ce qui s'est passé dans le chapitre, en relation avec ce qu'on a étudié, analysé dans les spoils. Donc là on va essayer de mettre tout ça à plat et essayer de voir si certaines théories vont être favorisées par rapport à d'autres. J'ai reçu vos messages pour la team YouTube et on va essayer justement de répondre à tout ça et de donner des informations par rapport à tout ce que j'ai dit dans les précédentes vidéos. Comme d'habitude en début de live, j'aime bien faire la petite auto-promo, donc les gars, n'hésitez pas à rejoindre la team, surtout pour la team YouTube, n'hésitez pas à liker, follow, commenter. Donc voilà, ça aide pour l'algorithme et le référencement, vous connaissez. Et sinon, vous avez les souscriptions pour participer de manière financière, mais voilà, faites-le que si vous avez envie et que si vous le voulez. Ça permet aussi de financer du nouveau matériel, des nouveaux concepts, etc., etc., vous connaissez. Ensuite, on a le Twitter, donc c'est là-bas où je publie les spoils, les informations en relation avec One Piece. Il y a même des informations par rapport à Assassin's Creed Shadows, là, qu'on a commencé. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ce qui tourne autour du gaming. J'aime bien poster, mais là en ce moment c'est du Assassin's Creed, les gars, on a testé hier, c'était légendaire, je vous conseille d'aller voir le live. Et pour terminer, je dirais qu'il y a le Discord pour se rejoindre, pour parler, c'est là-bas aussi que je vous mets toutes les informations complémentaires à One Piece, toutes les nouveautés, tout ce qu'il y a sur l'actu. Il y a aussi des salons pour vous, tout simplement pour parler de vos théories, etc., etc. N'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à participer, comme ça au moins ça fait vivre tout simplement le Discord. Donc voilà les gars, je pense avoir fait le tour, let's go pour ces chapitres légendaires, accrochez-vous bien, ça va être pas mal. C'est bon. Donc let's go les gars, on va tout simplement réacter à ce chapitre. Très hâte de voir un petit peu ce que nous proposent ces images, parce que voilà, c'est les seules informations qu'on n'a pas, même s'il y a 2-3 petites informations textuelles qu'on n'a pas encore étudiées, on va voir ça dans ce chapitre et on commence directement avec un color spread. Donc voilà, on a le petit color spread avec effectivement un espèce d'ordre qui est complètement différent de celui qu'on a d'habitude. On a donc Luffy en premier, Zoro en deuxième, qui est en compagnie de Chopper, on a Nami en troisième, Sanji en cinquième, le quatrième, on n'a pas d'informations en tout cas pour l'instant, on peut imaginer que c'est Franky et Usopp. Donc est-ce que c'est potentiellement un foreshadowing d'Oda par rapport à l'importance qu'il va donner aux Mugiwara dans cet arc? Je crois que c'est l'entrée parmi les Mugiwara. Donc voilà, ils sont classés dans l'ordre de leur entrée. On a donc Luffy, Zoro, Nami en 3, en 4 on a Usopp, en 5 on a Sanji, ensuite on a Chopper, Robin, Franky et Brook. Et tout à la fin on a Jinbei. Donc voilà, c'est potentiellement ça. Donc voilà, on sait jamais, des fois on pousse l'analyse trop loin, mais des fois c'est assez intéressant, donc à voir. On continue direct avec le début du chapitre. Donc voilà, on n'a ni mini-aventure, ni présentation, c'est vraiment, on y va direct, donc c'est normal, c'est parce qu'il y a eu le color spread. Donc, message de l'éditeur. Dans l'ombre, les chevaliers divins passent à l'action. Que va-t-il arriver aux enfants? C'est exactement ce qu'on a dit. Là, c'est le chapitre des chevaliers divins, leur présentation, mais aussi leur introduction de manière réelle et concrète. Donc, on entend quelqu'un crier « Eh, attendez !» Donc, ça doit être Saul qui parle des enfants. Il va, Mag, Ronia, ils sont vraiment somnambules. Où est-ce que vous allez? On a aussi le titre du chapitre, les chevaliers divins. Alors Robin dit fais attention, Zoro. Le professeur de tout à l'heure a dit de ne pas toucher aux enfants. Chopper dit celui qui était en sang. Et Saul dit je sais mais à première vue il n'y a rien de bizarre chez eux, c'est dangereux de les laisser marcher comme ça. Ok, donc une fois que Saul s'approche avec sa main, il se fait planter par les épines mais aussi par tout simplement le pouvoir de Somers qu'on a décortiqué dans les précédents spoils. Et au final on voit que c'est un pouvoir qui est plutôt de type invisible. Donc on va voir si ça va être légendaire. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes sur YouTube qui n'ont pas trop kiffé. J'en parlerai en fin de vidéo. Allez, direction l'école. Et malgré tout, il se blesse, il crie et il dit « Ouais, ça fait mal ». Et du coup, tout le monde se demande ce qui se passe. Quelque chose t'a transpercé. Quelqu'un parle à l'escargophone et dit « Ici l'école du Morse ». Tous les enfants se sont endormis d'un coup. 9 d'entre eux sont en train de marcher jusqu'à je ne sais où. Village de l'Ouest. Leur objectif et l'origine de ce phénomène sont inconnus. En plus de ça, des créatures mystérieuses sont apparues dans la forêt. Et du coup, au village, plein de gens se posent des questions. Il se passe quelque chose avec les enfants. Mon enfant est à l'école lui aussi. Des créatures. Est-ce que les enfants vont bien? Les enfants se dirigent vers la 8e route forestière. Et du coup, il y a un escargogramme seulement utilisé à Elbaf. Donc voilà, c'est des escargophones qui sont endémiques de l'île. C'est assez intéressant. Peut-être qu'on va comprendre plus tard qu'ils ont peut-être un intérêt complètement différent par rapport à ce qu'on a déjà vu. Alors,
Nami qui dit « Tout ça en plus de l'incendie, est-ce que ça va aller ?» Et Jinbei lui répond « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Et il y a Brook qui est complètement rabat avec sa tête dans les mains. J'ai explosé. 8e route forestière. C'est là-bas, non? Tout va bien? Et du coup, ils voient qu'il y a la route, ils voient qu'il y a l'incendie, ils voient plein de trucs. Et tout le monde crie « Ah, c'est affreux! Mon arrière petite fille est là !» Donc ça, c'est marrant, mais c'est Jarl, ce qui est logique étant donné qu'il a 400 ans. Mais aussi, on voit que tout le village est quasiment rabat au max, avec Usopp en petit sur son épaule, c'est trop marrant. « Votre arrière petite fille! Vous êtes tous bourrés! Tu ne peux pas perdre ton sang-froid à un moment pareil! » Et du coup, on entend un Sval pompier, on va l'appeler comme ça, avec les gyrophares, qui dit « Oh, c'était rapide! Le Sval des pompiers est arrivé! À vous de jouer! On compte sur vous! » Donc ok, ils sont tous confiants, et ils arrivent directement au village, sauf que tout se passe pas comme prévu. Donc il y a un squelette gigantesque qui sort de la forêt, qui a d'ailleurs une flamme dans le dos. Voilà, c'est très spécial, hein. Je sais pas si c'est un... Ça se trouve c'est un squelette de Ludaria. Non, je rigole, c'est le mec qui va trop loin. Mais c'est pas impossible, parce que cette petite flamme, elle est quand même bizarre, hein. Quand même bizarre. Peut-être que ces fameux monstres existent vraiment et qui pourraient avoir un lien avec les Ludaria. Petite hypothèse, gardez ça au cas où, mais voilà, on est vraiment sûr de rien pour l'instant. Ok, donc les pompiers qui sont complètement choqués et qui crient c'est quoi ça, et tout simplement le squelette qui arrive et qui met un joli revers de main sur le Sval des géants, et le Sval finit tout simplement dans la forêt. Et tout le monde au village est choqué, alors qu'il y a 2 secondes ils étaient croques de voir arriver tout simplement les pompiers. Ok, donc là on retourne dans la forêt avec Sommers qui dit « Vous avez vu ça, la tête que ce géant a faite quand les ronces l'ont eu? C'était à mourir de rire. » C'était quoi déjà cette expression? L'amour à ses épines, c'est ça? Et sûrement Gunko qui dit « J'en sais rien. » Et Sommers qui réplique « T'es rien qu'une rabat-joie, Gunko. Plus ton amour est grand, plus les épines de la passion font mal. Ce sera encore mieux quand leurs parents vont débarquer. » J'adore ce jeu. S'ils essaient de prendre leurs gosses dans les bras, les ronces les déchiqueteront. Ces morveux n'oseront même plus les regarder en face après ça. Et quand ils comprendront que leurs parents sont morts sous leurs yeux, ils se mettront à chialer comme jamais. Même un meurtre peut être émouvant. Saint-Sauveur, Iba Nomi, homme épine. Donc voilà, ça a l'air plutôt sympathique. Je te donnerai mon avis juste après. Alors, on a donc Sommers qui dit « Ils vont mourir par amour, franchement, c'est beau, non ?» Et Sommers qui tombe à la renverse et qui dit « Allez, faites un effort, vous êtes chiant là. T'empruntes quel itinéraire, Gunko ?» Donc ça, c'est Gillingham qui dit ça. Le chemin central, il y a des grosses branches là-bas. Donc c'est ouf, tout le monde s'en fout de Sommers. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Gunko et Gillingham, ils tiennent leur rôle. En tout cas, surtout pour Gillingham, avec l'écharpe blanche. Il tient clairement le rôle du mec gentil pour l'instant, étant donné que voilà, à chaque fois que Sommers se moque des enfants et tout, bah, il est pas en mode entièrement d'accord comme la plupart des chevaliers divins. Là, c'est complètement différent. En tout cas, pour l'instant, la théorie du fait qu'il pourrait être gentil arrive à continuer d'exister. Que là, il aurait dit une phrase méchante, ça aurait été quasiment invalidé, tu vois. À part s'il aurait fait exprès, mais bref. Donc voilà, on voit Gunko qui est en train de manger un repas, je sais même pas ce qu'elle mange, mais qui est en train de manger. Et là, on voit du coup comment est le village d'Elbaf. Donc on voit le gros tronc de l'arbre, on voit justement les passerelles qui relient les villages entre eux, donc c'est bel et bien des branches, et on voit tout simplement que la bibliothèque du hibou et l'école du mort sont l'un à côté de l'autre, ça on l'avait vu avec le petit lac, etc. Et de l'autre côté, on a le village et le port, qui sont tous les deux collés, histoire que ce soit cohérent par rapport à ce qu'on a vu dans les précédents chapitres. Mais voilà, on a quand même une image complètement différente et qui, tout simplement, nous montre comment est Elbaf profondeur. Ça, c'est une première. Gunko qui dit « Mais si on les fait passer par là, ils vont tomber dans la mer de nuages que j'ai vue près du village. Être au centre, c'est être vulnérable. C'est une réalité dure à encaisser, surtout quand on est trop impuissant pour bouger. » Donc ça, c'est Sommers qui dit ça. Et Gillingham dit Sommers, ça manque de sel. Et du coup, Sommers réfléchit et dit du sel. Et du coup, il voit le sel dans ses pensées. Et là, on voit une espèce de rayon qui ressemble au Ramolobim ou au Bero de Boa Hancock. Et du coup, ça endort Sommers et Gillingham en profite pour récupérer le sel dans sa tête. C'est ouf quand même. Et là, on a la présentation de Saint Gillingham. Le Ryu Nomi Zoan mythique modèle Killin peut matérialiser les rêves. Donc voilà, ça c'est assez intéressant parce qu'on a beaucoup plus d'informations par rapport à ça. Et Gillingham qui dit du sel d'Asbach. T'es un fin connaisseur. Tu peux te réveiller. Et du coup, Sommers qui se réveille directement. Donc là, on retourne dans la forêt, sur un plan large, et on voit Sommers qui dit « C'est le pouvoir que t'as utilisé pour extraire les démons oniriques de la tête des gosses, pas vrai? Ouais, je peux utiliser mon pouvoir plusieurs fois en même temps. Ce sel est parfait. Je suis d'accord. Le navire amarré au village est conçu pour les géants, mais on devrait pouvoir créer nos propres arcs-en-ciel avec une pierre de soleil. » Et Gunko qui dit c'est délicieux, qui est trop content. Donc voilà, je sais pas si ça va être dans les autres cases, mais on n'a pas de nouvelles par rapport au MMA, les fameux sigles en rapport avec les rêves potentiellement. Là, on n'a vraiment aucune information, donc est-ce que c'est la traduction? Je pense qu'il va falloir vraiment regarder en profondeur la version officielle pour avoir vraiment le fin mot de l'histoire. Quelle drôle de culture!
Ça, c'est Gonko qui dit ça. Donc, une fois que c'est fait, on retourne sur la Terre Sainte et... Ça, Guilin a répondu ça. Et Summers dit quoi, c'est tout? Ce jeu est trop facile. J'ai trop mangé. Dis, c'est 100 calories, ça. Eh bien, c'est un repas de rêve. Donc, ouais, ne baisse pas ta garde, Summers. Ce n'est pas encore fini. J'ai vu un navire pirate dans le village. L'empereur Luffy au chapeau de paille et sur Elbaf. Ça, j'aime bien. J'aime bien qu'ils aient remarqué, qu'ils ont l'œil pour ça, tu vois. Parce qu'à la limite, que eux passent inaperçus, c'est logique. Ils sont formés pour ça et tout. Par contre, que Luffy passe inaperçu par rapport à eux, c'est quasiment impossible, hein. Surtout qu'ils peuvent voler, ils peuvent faire tout ce que vous voulez, c'est dingue. Donc voilà, là on voit un petit peu comment voyagent les géants de branche en branche. Là c'est beaucoup plus explicite. Et en plus c'est en cohérence complète avec Franky et Ripley qui eux aussi voyagent dans un autre côté de l'île. Alors, donc on continue. Et les enfants vont pas droit dans le feu là. Il s'est propagé plus vite que prévu, mais peu importe. S'il meurt, on n'aura qu'à faire marcher la prochaine fournée. Donc ça c'est ouf parce que j'ai l'impression que le feu qui est censé avoir été produit par Loki est tout simplement en adéquation avec leur plan, comme si ça faisait partie de leur plan. Donc est-ce qu'ils ont juste remarqué que le feu était développé plus vite que prévu? Peut-être qu'ils ont sous-estimé l'attaque de Loki, ou est-ce qu'ils n'avaient pas fait aussi un feu ou quelque chose comme ça et fait en sorte de faire porter le chapeau à Loki encore une fois? Je sais pas, à voir. On continue. Ok, donc cette fois-ci on retourne dans l'Underworld. Donc voilà, là je suis assez content parce que dans ce chapitre on a vraiment une vision complètement différente d'Elbaf. Là par exemple on voit vraiment les détails de l'arbre de manière significative comparé au dessin qu'on avait avant. Là on a vraiment des détails par rapport aux branches, par rapport aux arbres, par rapport vraiment au côté feuillu de l'arbre, alors qu'avant on avait vraiment une vision éloignée. Donc plus on avance, plus Oda donne des détails de l'île, et ça c'est assez intéressant. Alors Loki, espèce de, vas-y essaie de faire quelque chose, Ashrodin. Vous ne pourrez pas m'arrêter. Aucun de vous ne peut soulever Ragnir. Légendaire, je suis trop content. Ils l'ont même pas dit dans les spoils. Encore une théorie validée, je vous avais dit les gars. Bah, soit c'est le côté juste, il est trop lourd et trop grand pour eux, mais sinon ça pourrait être aussi la légende du marteau de Thor qui ne peut être soulevé que par son possesseur, et c'est ce qu'on avait expressément dit. Il n'y a aucune raison que Loki enchaîné puisse garder son marteau, sauf si c'est le seul à pouvoir le porter. C'est légendaire parce que voilà, encore une théorie validée, je suis trop content. Et celle-là, je m'y attendais même pas eu l'info dans les spoils. Donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de vraiment décortiquer les spoil complet et le chapitre. On continue. Garde qui dit on ne peut pas te laisser faire d'autres victimes dans le royaume du soleil. Et Loki dit oh mais il y aura des victimes, les flammes sont déjà en train de se propager. Maintenant choisissez, laissez-moi partir ou... Et là il commence à être fatigué sans avoir fini sa phrase. Et c'est quoi le délire avec cet énorme géant? Et Luffy dit il est blessé, si on l'aide pas il termine pas sa phrase et on voit Loki dire vous allez laisser tout le monde mourir, je vais massacrer tous les habitants du royaume du soleil si vous ne répondez pas. Et donc là il les menace avec une ultime attaque de son marteau et Ashrodin qui dit attends on a compris. Et là Loki est content et Zoro remarque quelque chose, il dit ne tombe pas dans le panneau à Ashrodin. Et Ashrodin dit quoi? Rorono à Zoro, pas le choix, j'avais promis, si tu fais quoi que ce soit je te défonce. Et en fin de compte c'est vrai que Zoro avait quand même cramé, il avait pré-shot, ça c'est assez intéressant. Ashrodin dit attends chapeau de paille, il va t'électrocuter si tu t'approches trop. Et ça c'est marrant parce que voilà ça doit être la faiblesse des géants et la raison aussi pour laquelle il était capable d'être supérieur à tous les géants d'Elbaf, parce que l'électricité voilà ça met KO tout le monde. Même Zoro Sanji, je pense que ça pourrait être hardcore contre eux. Après Sanji a changé de métabolisme donc ça peut avoir changé, mais à l'époque des nerfs c'était one shot. Et du coup on voit Loki qui dit je vois, alors voilà votre réponse. Et Gerd dit plus de retour en arrière possible après un crime comme celui-ci. Arrête Loki, pense aux enfants. Et Zoro dit Luffy, tu vas le laisser s'en sortir comme ça, ses blessures vont se rouvrir de toute façon. Et Luffy dit Gomu Gomu. Et Loki dit merde, je suppose que j'ai perdu cette manche. Et il dit Fouzen. Donc voilà, c'est un coup de poing mais en mode ballon, pas que ce soit trop hardcore pour Loki. Ça va, la scène est plutôt pas mal parce que Loki était vraiment KO. Et du coup, il s'écroule devant tout le monde. Et on voit que au final, il était complètement blessé. Et en même temps, c'est totalement logique étant donné que voilà, il a dû avoir affaire à Gunko en premier et Shamrock ensuite. Sans compter tout simplement le fait qu'il est enchaîné dans le froid, il a été fatigué par sa détention, etc. etc. Ok, Zoro dit il était en train de mourir. Rien que de tenir debout lui demandait déjà toute l'énergie qui lui restait. C'est bien tenté, il avait sûrement l'intention de trouver un endroit où il pourrait s'évanouir en toute sécurité après son évasion. Vu le sang qu'il a perdu, il n'aurait pas réussi. Et du coup Zoro dit c'est à toi de voir si tu veux le soigner ou le laisser crever. Et Luffy dit j'avais un truc à régler avec lui mais il était recouvert de sang. Rhodes vient et dit quoi? On dirait que quelqu'un a tenté de le tuer.
Et ça n'avait sûrement rien à voir avec ses crimes. Et Rhodes dit, c'est juste une intuition, mais est-ce que ça pourrait être? Et il se pose la question. Et je pense que Rhodes, il est quand même ultra perspicace, parce qu'il a très bien tout compris, tu vois. Les motivations de libérer Loki, qu'il a laissé couler, la fameuse marque qu'il a remarqué, qui s'est demandé qui ça pouvait être. Je pense que lui, il en sait beaucoup plus qu'il ne le dit. Potentiellement qu'il pourrait en savoir plus sur ce qui s'est passé à l'époque de la mort du roi Harald. Truc de fou. On continue. Le fait qui dit, Ajrodin, j'ai un truc à te demander. Sauve-le. Peu importe quel genre de type c'est, je ne peux pas le laisser mourir sous mes yeux. Donc voilà la noblesse de Luffy qui revient sur le devant de la scène. Gerd qui arrive et qui dit combien de temps pour qu'il se rétablisse complètement? Ça va prendre plusieurs mois. Ouah, plusieurs mois, mais impossible. On a besoin de lui maintenant, on va pas attendre plusieurs mois sur Elbaf. Oda, il a pas le temps là. Si on veut vraiment traiter ses blessures, on ne doit pas le laisser dormir dans un endroit pareil. Ils ne seront pas aussi cléments au village, on va sûrement nous faire exécuter. Ça ne me dérange pas de rester ici. Qui a dit ça? Leur aide est vraiment immense, mais bon. On parle d'une ordure impardonnable. La vache, elles sont énormes ces cordes. Ok. Donc là, on voit réellement ces cordes. Trop bien, les gars. Trop bien, parce que c'est exactement ce que je vous avais dit par rapport à son chapeau, ses cordes, etc. Par rapport à sa race. On l'avait dit bien avant qu'on ait les informations sur le roi Harald et la race dans laquelle il fait partie. Je vous avais aussi émis une théorie sur le fait que la disposition des cordes est différente. C'est-à-dire que lui, c'est vraiment comme Loki en mode 2 cordes en avant, alors que Kaido, lui, c'était sur le côté. Donc peut-être que c'est aussi, on va dire, des branches différentes de générations issues de la même génération primordiale, quoi, de la même race antique primordiale. Alors, c'est la marque des géants antiques. Notre père Harald avait les mêmes. Ok, c'est vrai qu'on n'a jamais vu le roi Harald avec ses cordes. Ok, donc ouais, il avait les mêmes cordes. Tu vois, c'est pas les mêmes que Kaido, donc je pense que ça donne des informations sur les races en question et la différence qu'il pourrait y avoir avec tout ça. Donc trop cool. Vous êtes mes précieux garçons. Je veux que vous vous entendiez quand je serai parti et que vous fassiez tout ce que vous pourrez pour soutenir Elbaf. Et là, on voit Loki qui est en train de taper Ajrodin et qui dit comment je pourrais appeler un minable pareil mon grand frère. T'es qu'un bâtard. Tu ne seras jamais le véritable héritier de papa. Ajrodin, tout le monde sait que ta mère a du sang sale. Et là, du coup, Ajrodin saisit sa hache. Il s'approche de Loki pour pouvoir l'achever une bonne fois pour toutes en se remémorant ses traumatismes du passé. Sauf que là, on voit Stansted et Rhodes qui tentent de l'arrêter et qui dit « Attends, calme-toi Ajrodin ». Et Ajrodin dit « Je ne lui pardonnerai jamais. Il a insulté ma mère et tué notre père ». Et Loki reprend connaissance en disant « Fais-le, cette histoire de guerrier qui chiale, ça en devient lassant. » Il a toujours les yeux bandés. Comment il peut voir depuis le début du manga? Ça me rend fou. Depuis le début qu'il a été introduit dans le manga, il peut voir. Il peut te dire qui est qui. Toi, tu ressembles à Shanks. Toi, alors qu'il a les yeux bandés, les gars. C'est quand même fou. Ça, je pense que c'est vraiment une information colossale sur tout simplement le pouvoir, entre guillemets, de Loki. À moins que ce soit lié au côté armantique, etc., etc. En tout cas, c'est une question que j'ai l'impression que personne se pose. Personne se dit, mais comment il peut voir alors que il a les yeux bandés et à aucun moment il les a retirés? Ça me rend fou. Je pense pas que c'est uniquement le haki de l'observation, parce que le haki de l'observation, comme on l'avait vu avec Fujitora, on peut voir les formes, c'est-à-dire qu'on peut pas voir le visage. C'est comme par exemple Fujitora qui voulait absolument voir le visage de Luffy et qui pouvait voir que la forme. Donc c'est un peu compliqué. Comment il peut tout deviner, tout voir, je sais pas, mais c'est compliqué. Alors t'es tellement à fond dans ton délire que tu vois même pas plus loin que le bout de ton nez. Ne me dis pas que tu penses vraiment comme les autres, que j'ai tué notre père de sang-froid. Tu ne le penses pas vraiment si. Du coup c'est la fin du chapitre. Il n'y a pas de pause la semaine prochaine, donc on se retrouve mardi prochain pour le début des spoils. Et message de l'éditeur qui dit que raconte Loki. Donc voilà, petite révélation sur le fait que Loki aurait du coup, d'après les paroles, d'après ce qu'on voit, tué son père. Faites attention parce que c'est pas une certitude. Évidemment, je pense que là, les traducteurs, ils ont quand même dû regarder bien correctement pour nous donner cette phrase. Mais voilà, attendez la version officielle pour comme ça tout le monde soit d'accord sur la chose. Mais a priori, d'après les informations qui ont été données actuellement, clairement Loki a tué son père, mais il l'a pas tué de sang-froid. Et je vous expliquerai tout simplement dans l'analyse mon ressenti là-dessus, même si en fait ça n'a pas changé de tout ce qu'on avait fait parce que tout simplement je vous ai donné les deux hypothèses. Si Loki avait tué son père et si Loki avait pas tué son père. Donc on va voir ça dans l'analyse. Donc analyse du chapitre 1143, donc voilà, je vais répondre à quelques petites questions, quelques petites interrogations et on terminera avec Loki. Donc évidemment il y avait beaucoup de questions qui se posaient. Alors premièrement, on m'avait dit que effectivement le fruit des épines de Summer c'était pas un fruit canon et effectivement à première vue dit comme ça c'est pas un fruit canon, mais comme je vous le dis à chaque fois les gars, attendez de voir vraiment le développement du fruit parce que le fruit du caoutchouc en vrai de vrai, quand tu vois dès le début le fruit du caoutchouc, tu te dis pas ça va être le meilleur fruit
fruits du manga. Et pourtant, quand tu vois le Gear Second, le Gear Third, le Gear Fourth, quand tu vois l'évolution un petit peu, qu'il y a juste le fruit du caoutchouc avant même qu'on sache que ce soit le Ito Ito, et ben Oda a vraiment une mécanique de construction qui est légendaire. Donc faites-lui confiance sur la construction des fruits. Et il y a un autre exemple, c'est l'exemple de Venujuro qui avait un fruit du cheval squelette, qui dit comme ça, c'était vraiment pas ouf au début. Et au final, quand on le voit apparaître dans le manga et en détail, c'est vraiment légendaire. Donc voilà, faites-lui confiance, donnez-lui une petite chance, mais c'est vrai que je peux comprendre qu'au premier abord, c'est vraiment pas ouf, tu vois. Mais je pense que dans quelques chapitres, peut-être même dans le prochain chapitre, ça va être légendaire. Ok, donc voilà, ça c'était pour une des questions en rapport avec évidemment les pouvoirs des chevaliers divins. Mais pour moi, je pense que ce qui va être fort, c'est un petit peu les groupes de personnes. C'est-à-dire que je pense que ça va être un petit peu à la Akatsuki. C'est-à-dire que les binômes vont être mis en place en fonction de leurs pouvoirs et ils vont faire en sorte que leurs pouvoirs soient complémentaires pour que justement le duo soit très très fort ensemble en tout simplement complétant les défauts de chacun et améliorant les qualités de chacun, l'un l'autre. Donc ça, faites attention parce que ça pourrait être quelque chose de légendaire et du coup ça donnerait une construction magique sur tout simplement le développement des chevaliers divins. Ok, ensuite, c'est pas la fin de la vidéo, mais vu que je suis en train de lire les messages, je voulais juste remercier un petit peu tout le monde sur la team YouTube parce que franchement, vous régalez, vous envoyez vraiment beaucoup de force, ça fait grave plaisir. Et écoutez, je vais essayer de vous régaler en échange parce que voilà, ça fait plaisir. Et même les commentaires qui sont pas forcément gentils, je trouve que voilà, ils sont mesurés, ils donnent des arguments et tout, c'était pas juste pour être méchant. Bon, il y en a, mais on s'en fout, tu vois. Là, il y a vraiment des commentaires constructifs, donc merci les gars d'être réfléchis et de pas parler n'importe comment. Donc voilà les gars, ça c'était la petite pause remerciement. Et ça c'est la dernière chose. Donc on revient encore une fois sur le fruit des épines et je dirais qu'il y a un commentaire qui pour moi était pertinent, c'est le fait que Somers pourrait être l'ennemi d'Usopp parce que voilà, le problème de ce fruit des épines c'est le corps à corps et le pouvoir d'Usopp, enfin sa manière de combattre pourrait aller parfaitement avec Somers qui pourrait faire un combat légendaire. Par contre moi j'ai une autre théorie les gars par rapport à ce qui va se passer. Je pense que l'ennemi d'Usopp n'est potentiellement peut-être pas encore arrivé. Je pense sincèrement que tout va partir en cacahuète, que les 3 chevaliers divins ne vont pas suffire et qu'il va falloir en rappeler d'autres. Donc ça c'est une des théories qui pour moi semble plus logique parce que là en vrai de vrai quand on voit Luffy, Zoro, Sanji, quand on voit maintenant que Loki est blessé et qu'il va lui falloir des semaines pour se rétablir, on comprend assez facilement que y a plus trop de force suffisante pour pouvoir mettre à mal, on va dire, l'équipage des Mugiwara au complet. Cependant, si d'autres chevaliers divins débarquent, potentiellement un Gorosei, je sais pas moi, peut-être pas Garling, parce que voilà, ce serait trop beau, genre Garling, Shamrock et Shanks qui vient du côté de Luffy, ce serait vraiment légendaire, mais bon, ce serait trop beau, peut-être un peu trop tôt, mais c'est pas impossible. Par contre, je pense que d'autres chevaliers divins, 5, enfin un total de 5 personnes sur l'île, pourrait être pas mal. Et peut-être que là, on a vu les chevaliers divins moins forts, on a vu 2 personnes possédant des paramécias, donc Somers et Gunko, potentiellement qu'on pourrait avoir d'autres personnes avec des Logia, des Zoan mythiques qui pourraient faire des dégâts monstres en termes environnemental, tu vois. Des personnes qui maîtrisent leurs fruits au plus haut point, comme Aokiji et Akainu, qui sont capables de vraiment changer la météo complète de l'île, tu vois. Et je pense que ça fait partie de l'éveil du fruit des Logia, et je pense aussi que potentiellement il pourrait y avoir quelqu'un avec un fruit similaire qui pourrait débarquer parmi les chevaliers divins. La marine aussi pourrait débarquer avec un amiral, histoire de rajouter un petit peu de force, ça c'est pas impossible. Peut-être Aramaki, parce que voilà, ce serait son élément, il serait peut-être mis en valeur grâce à l'environnement. Mais voilà, je pense que au niveau des forces ennemies, on est qu'au début, ou sinon, il va se passer quelque chose qui va agrandir leurs forces. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être que la fusion des binômes font en sorte que à eux deux, ils deviennent vraiment surpuissants. Donc ça, c'est une des théories. Donc on va terminer avec Loki. Loki qui est blessé, qui a donné, grâce à ses cordes, des informations sur sa race. Pour moi, clairement, je pense que la race des Oni, la race des Oz et sa race sont liées toutes les 3 ensemble, tu vois. Pour moi, Kaido, c'est une race différente parce que les cornes ont une forme différente. Et la race de Loki, c'est potentiellement la même descendance. Et rappelez-vous, les cornes, la seule fois où on a vu des cornes comme ça, c'était dans la fresque, les gars. C'était l'ennemi final de la fresque. Donc, est-ce que c'est un ennemi en rapport avec un futur fruit du démon qui pourrait appartenir à Barbe Noire? Est-ce que c'est la fameuse race d'Imsama, la race primordiale? Peut-être que c'était elle sur la fresque. Donc voilà, tout ça pour dire que les cornes appartiennent pour moi à ce genre de démons. Les fameux
fameuses ailes gigantesques, les cornes qui sont en avant et dans le même sens, pour moi, je pense qu'ils viennent potentiellement du même ancêtre. Surtout qu'on a vu que les Oz, eux, ressemblent plus aux cornes de Kaido. Je pense que les cornes de Loki pourraient ressembler aux fameux monstres qu'on a vus sur cette fresque. Donc voilà, il va falloir qu'on détaille tout ça. C'est un peu plus compliqué qu'il y paraît. Je vous donnerai tout ça dans une théorie vraiment légendaire et avec beaucoup d'informations pour vraiment pousser les explications jusqu'à leur paroxysme, quoi, tout simplement. Donc voilà, au niveau du chapitre, donc voilà, au niveau de la construction du chapitre, on a tout simplement un chapitre séparé en 3 parties avec les 3 trames narratives qui sont développées. On commence avec l'école, Robin, Saul, etc. De l'autre côté, avec Summers, qui sont aussi à côté de l'école, dans la forêt. Et pour terminer avec Loki, donc voilà, les 3 trames qui sont tout simplement séparées et qui, pour moi, à la fin, vont se rejoindre en un point pour une confrontation en face à face, que ce soit avec Summers, que ce soit potentiellement avec d'autres personnes qu'on pourrait croiser plus tard. Je pense que voilà, c'est là où va tendre un petit peu la suite d'Elbaf. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit sur le fait qu'il pourrait y avoir d'autres personnes qui rejoignent un petit peu l'île et que ça pourrait aller beaucoup plus loin que prévu. Cependant, au niveau de la temporalité, je pense qu'il y a une chance pour que ça dure longtemps, mais il y a aussi une chance pour que ça dure pas très longtemps. Pourquoi? Parce que là, on parle de semaines avec Loki et tout, et si la chasse devait se faire sur Elbaf pour que Elbaf rejoigne le gouvernement mondial, ce que Shamrock avait dit, il faudrait des semaines. Et du coup, ça correspond les deux. Cependant, si on est dans l'exploration assez rapide, comme on l'avait vu à l'époque, par rapport au fait que voilà, il s'est écoulé que quelques mois, entre 3 et 4 mois, entre le moment où Luffy revient de son entraînement des 2 ans et aujourd'hui. Donc, si on est tout le temps dans cette dynamique de rapidité et de partir assez vite de l'île, potentiellement que là, tout simplement, Luffy va pas trop tarder, après avoir sauvé le village et tout, va quitter l'île assez rapidement. Donc c'est voilà, je suis assez mitigé entre ces 2 théories, mais en fait, le fait de rester longtemps à Elbaf commence de plus en plus à se faire remarquer, étant donné qu'on a vu, voilà, Loki, des informations sur la temporalité, le temps qu'il faut pour qu'il guérisse, est-ce que c'est une petite information qu'Oda nous donne, je sais pas. Et pour terminer, pour moi, c'est Loki, la phrase de Loki. Comme je l'ai dit à la fin de la React, on sait pas vraiment encore de manière certifiée si il a tué son père, mais par contre, là, tout tend dans cette direction. Ça veut dire que là, il y a énormément de chances que Loki ait tué son père d'après les phrases qu'on a eues. Va falloir attendre la version officielle, mais d'après ce qu'on a, logiquement, c'est comme ça que ça va se passer. Moi, ce que je vous ai expliqué par rapport au fait que Loki a tué son père, c'est tout simplement que si Loki a tué son père, logiquement, ça voudrait dire qu'il l'a tué en connaissance de cause, c'est-à-dire qu'il l'a tué pas de sang-froid, soit parce qu'il se contrôlait pas, ça je l'ai déjà dit, ou soit parce que son père allait faire une énorme erreur en pactisant avec le diable, en pactisant avec les chevaliers divins, et en ouvrant tout simplement Elbaf au monde, mais au mauvais monde, on va dire au Tenryubito et tout, ce qui ferait que voilà, les Tenryubito prennent un petit peu le contrôle du pays le plus puissant du monde, ce qui lui aurait donné un pouvoir colossal, et ça c'est quelque chose qui malheureusement, faut pas que ça arrive, parce que sinon, comprenez que le gouvernement mondial aurait potentiellement la main mise sur le monde entier. Là, il y a encore une petite résistance qui se fait. Donc, pour moi, peut-être que Loki a tué son père pour éviter que ça arrive, et peut-être que son meurtre a tout simplement sauvé Elbaf, et qu'on le sait pas encore, et qu'on va vraiment découvrir ça plus tard. Sinon, comme il l'a dit, je n'ai pas tué père de sang-froid, entre guillemets, ça voudrait dire qu'il a potentiellement perdu son esprit, qu'il a pété les plombs, et qu'il a tué son père dans un excès de rage et de colère, parce qu'il n'arrivait plus à se contrôler comme Chopper quand voilà, il utilise son fruit du démon au max. Donc ça, c'est une des possibilités, faut la garder en tête, et du coup ça expliquerait pourquoi il est mort, comment il est mort, etc., etc. Donc voilà, je pense que par rapport au chapitre, aux informations qui ont été données, on a fait quand même le tour. Je vous l'ai dit, aujourd'hui ça va être un petit live, donc on va essayer de pas trop traîner en longueur, mais dans tous les cas on revient la semaine prochaine pour les nouveaux spoils, donc on parlera de tout simplement tout ce qui va être version officielle, les vrais mots, etc. Je vous donnerai tout en détail, et évidemment il y a l'épisode dimanche, donc voilà, si jamais vous avez des questions en attendant, n'hésitez pas à me les poser ce dimanche quand on fera la réact à l'épisode. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé cette petite réact, j'ai essayé d'être dense, mais de vous donner quand même des informations pertinentes, de répondre tout simplement à vos messages, parce que voilà, c'est des choses qu'il faut faire, tout simplement, parce que je trouve ça pertinent, et aussi ça me donne aussi des informations que potentiellement j'aurais mal interprétées, ou des informations que j'aurais tout simplement pas vues, étant donné la somme colossale d'informations que je traite. Ça m'arrive souvent d'oublier une petite ou 2 informations comme ça à droite à gauche, donc voilà, merci à vous. Et pour terminer, je vous dirais, n'hésitez pas à rejoindre, à follow, liker, commenter, n'hésitez pas à tout simplement donner votre avis, à partager la vidéo, etc. si jamais ça vous plaît, et nous on reviendra très très vite pour vous donner encore plus d'informations. Alors vous avez le Discord pour avoir des informations complémentaires par rapport à One Piece, simplement se réunir, discuter, partager vos théories, vous avez tout là-bas. Vous avez aussi le Twitter pour avoir les spoils en temps et en heure. J'essaie vraiment de vous les donner le plus rapidement possible. Encore une fois, cette semaine, j'étais le premier communauté francophone à avoir publié les spoils en français. J'essaie de vous donner
le max. Et sinon, vous avez tout simplement les petites souscriptions. Faites-le que si vous avez envie, que si vous le voulez. Ça permet de soutenir la chaîne de manière financière, améliorer un petit peu le matériel pour avoir des vidéos de meilleure qualité ou tout simplement créer des nouveaux concepts, etc., etc. Donc voilà, j'ai fait le tour. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece. On se retrouve très très vite.